Bienvenue dans ce 13e live, je suis Thomas Mourier, je suis le rédacteur en chef de Bubble et je suis très content de vous retrouver pour un nouveau direct en compagnie de Mathieu Bablé aujourd'hui qui viendra nous parler de sa BD Carbone et Silicium paru chez Ankama. Comme tous les lives, c'est un live interactif où vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions dans les commentaires. Donc n'hésitez pas, tout au long de la discussion, je les ferai apparaître à l'écran comme ça. Mathieu, Les humains sont le vrai problème de la planète. La seule solution est de tous les détruire. On plaisante. C'est un scénario que l'on retrouve dans 738 œuvres fictionnelles diverses, allant des films aux nouvelles littéraires. eh bien, on accueille à l'écran Mathieu Bablé. Salut Mathieu. Hello tout le monde. Salut, bienvenue, merci d'avoir accepté d'être avec nous dans ce live. Et donc je rappelle à tout le monde que vous pouvez poser vos questions en commentaire, ils s'afficheront à l'écran et comme ça Mathieu pourra y répondre au fil de la discussion. Mais pour la lancer la discussion justement, je voulais te demander déjà quel était le point de départ de cet album, parce que tu dis que tu as passé plus de 4 ans là-dessus. Donc comment tu as organisé un peu ce nouveau projet, ce nouveau one-shot après le précédent Shangri-La? Déjà, bon, après Shangri-La, du coup, il fallait repartir sur quelque chose et il y avait la pression d'avoir d'avoir un peu eu une espèce de succès public avec Shangri-La et donc de proposer une œuvre qui serait au moins aussi bien que Shangri-La. Je savais que je voulais repartir sur de la SF parce qu'il y avait plein de thèmes en fait que j'avais pas encore traités et que voilà qui avaient été un peu laissés sciemment de côté avec Shangri-La et le but c'était de partir sur d'autres problématiques de SF que j'avais pas encore touchées. Donc en fait l'idée de partir sur des robots qui allaient être témoins des changements du monde, c'était vraiment l'idée initiale, c'est ce qui est arrivé très tôt dans la genèse du projet. Au début, c'était quelque chose qui devait être alors contemplatif dès le départ, parce que je voulais me rapprocher de ce que j'avais fait un petit peu avec Adrasté. J'avais le sentiment d'être pas allé tout à fait complètement au bout de la proposition justement d'un voyage contemplatif. Mais pour autant, en fait, à partir du moment où j'ai commencé à me renseigner sur justement les états de changement du monde, donc tout ce qui se passe au niveau des théories de l'effondrement, de tous les bouleversements climatiques, économiques, sociétaux, migratoires, etc., auxquels on va faire face, il a apparu que je ne pouvais pas me contenter d'une simple balade entre deux robots et qu'il allait falloir que j'enrichisse ma narration de toutes ces problématiques-là qui sont extrêmement riches, extrêmement denses. Et à partir du moment où on commence à rajouter par-dessus des questions de transhumanisme ou d'intelligence artificielle, ça devient un gros bordel, quoi. Et donc je me suis retrouvé avec toute cette matière très très abondante. Et voilà, ça a été ça le point de départ avant de commencer à l'ordonner avec Carbone et Silicium à la fin. Et du coup, tu avais toutes ces questions, toutes ces réflexions un peu sur ce qui se passe en ce moment. Mais est-ce que tu avais des choses avec lesquelles tu t'es documenté spécialement? Est-ce que tu as accumulé de la doc ou c'était plutôt à partir de ressentis ou de choses que tu voyais? Non, j'ai accumulé de la doc, enfin dans la mesure où on est un peu obligé en science-fiction, de manière générale, et puis même en anticipation particulièrement, je pense d'être un peu crédible face justement aux thèmes qui sont abordés, qui sont des thèmes du présent, hein. De toute façon, c'est de l'anticipation à très court terme. On évoque des problématiques actuelles ou qui vont survenir dans les 10 prochaines années. Donc il y a eu pas mal de documentation justement sur les différents stades d'effondrement, comment comprendre qu'il y a une espèce
de problématiques systémiques au fait que la montée des eaux, l'augmentation de la température, ça a une conséquence sur les flux migratoires qui ont une conséquence directe sur les politiques d'accueil des pays occidentaux, qui vont faire face du coup à une augmentation de la population, etc. Enfin voilà, donc ça, il fallait être à peu près, sinon factuellement juste, au moins crédible vis-à-vis de ça. Et puis pareil, au niveau de l'intelligence artificielle et du transhumanisme, ça bouge tellement et tellement vite que voilà tout le concept d'IA forte, de comment aujourd'hui on nourrit les intelligences artificielles pour que elles puissent nous répondre, etc. Voilà, il y a eu pas mal de documentation. Ça a pris, par rapport à mes 3 autres projets, c'est vraiment le stade de documentation qui m'a pris le plus longtemps sur Carbone et Silicium. Et justement, tu parlais de science-fiction un peu politique. Il y a une question de Philippe qui dit, est-ce qu'il a eu une rencontre avec Alain Damasio qui a écrit La Postface? Alors il y a eu une rencontre qui s'est pas faite en amont du projet. En fait, ma première rencontre avec Alain Damasio, elle est en tant que lecteur et je pense comme bon nombre de personnes, ça a été, enfin et c'est toujours en fait à chacun de ses livres un choc. Et c'est moi c'est ce qui me passionne justement ce côté politique qu'on va rajouter à la science-fiction. Enfin j'ai besoin aujourd'hui que la science-fiction me bouscule en fait, m'apporte des idées nouvelles, enrichisse mon imaginaire en termes de fiction, mais mon imaginaire aussi politique. Et donc Alain Damasio est un modèle du genre en l'occurrence. Et donc il y a eu une rencontre qui s'est faite en milieu de production de l'album, mais c'est vraiment sur la fin qu'on a eu des discussions justement par rapport à ce que j'avais écrit et à la manière dont il pouvait écrire une postface. Et est-ce que il y a d'autres auteurs comme ça qui t'influencent? Parce que du coup, tu parlais un peu de cyberpunk, mais aussi je t'ai déjà entendu parler dans d'autres interviews de futur punk ou de hop punk, de choses comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres auteurs qui t'ont marqué aussi en science-fiction? Il y a, là en ce moment, c'est beaucoup Alain Damasio quand même. Mais en science-fiction, enfin moi, il y a des trucs qui sont plus vieux et qui restent des classiques. Enfin, Isaac Asimov, en fait, dans justement le côté très scientifique qu'il avait d'aborder la robotique et d'essayer de comprendre les systèmes logiques qui créer l'intelligence artificielle, voilà, moi, a été d'une grande aide pour structurer pour structurer le bouquin. Dernièrement, j'aime énormément l'approche de Spike Jonze sur le film Her, en fait, sur l'intelligence artificielle, alors qui pour le coup n'est qu'un assistant vocal, mais qui était une manière, je trouvais, très actuel d'envisager l'intelligence artificielle et puis très sociétal dans ce que ça disait du renfermement des gens sur eux-mêmes et de l'espèce de pauvreté de connexion qu'on avait avec les autres humains. Donc voilà, il y a eu ça. Ouais, voilà, en gros, c'est ça pour l'instant. Et du coup, il y a une question que je me posais aussi en lisant le livre. Pourquoi est-ce que tu as situé l'action dans des labos en Californie et avec un personnage en plus qui est d'origine japonaise? Pourquoi pas avoir testé de faire ça en Europe ou en France, comme il y a beaucoup maintenant un renouveau de la science-fiction française? Alors simplement parce que en fait c'est à la Silicon Valley, pardon, que tout se joue. Ces rêves démiurges de scientifiques qui visent à la fois à travailler sur l'intelligence artificielle, mais aussi sur le transhumanisme, sur les cellules souches, pardon, sur la disparition ou la suppression de la mort et des maladies. C'est à la Silicon Valley qu'on a ces espèces de savants fous qui font un melting pot de tout ça et qui essayent d'emmener l'humain à un stade supérieur. Et donc moi ça me paraissait évident, enfin symboliquement, et de toute façon justement Noriko, le personnage japonais, est l'exemple de la personne qui a une idéologie acquise au transhumanisme. Et justement, elle en plus, c'est la seule personne aussi qui a un rapport à la filiation, parce qu'elle a une fille. Et du coup, ça, c'est assez étonnant que il y a que ce personnage qui a un enfant, entre guillemets, et les autres n'en ont pas. Et du coup, est-ce que dans tes recherches ou dans tes idées pour la BD, tu avais commencé à faire un distinguo entre les gens qui pourraient passer de corps en corps, peut-être on va reparler un petit peu, et la transmission d'une mère à sa fille, ou
ou d'un père à son fils. Oui. Bah, c'était deux axes qui m'importaient. Enfin, le côté transmission, justement, parce que quand on veut en tout cas parler de robots qui vont avoir une espèce de distance vis-à-vis de la société humaine et pouvoir comme ça la commenter, et qui sont amenés à essayer de pas reproduire les erreurs de leurs créateurs. Il y avait le principe de filiation et de transmission me paraissait important parce qu'en fait, il révèle justement la succession d'existences qui ne sont que les purs produits de leur génération, biberonnés au savoir et aux connaissances que leurs parents ou que leurs aînés leur ont transmis, et que finalement, il y a une limite à tout ça. Il y a une espèce de ronron cyclique qui fait que on ne cesse de reproduire toujours les mêmes erreurs. Et il fallait que ça soit montré, donc avec ce personnage de Noriko et cette notion de filiation, pour que les robots essayent de s'en détacher. Et justement, ils s'en détachent notamment avec ce passage de corps en corps qui leur permet déjà d'avoir une forme d'immortalité, et justement de supprimer le côté filiation, le côté même individu, rapport au corps, et de se libérer de tout ça à la fin. Et justement, en parlant des robots, il y a une question de Adrien qui dit comment as-tu choisi ces noms de carbone et silicium? Alors, il y avait, pardon, il y avait une chose importante, c'est que donc le nom des personnages, je voulais que ça soit les noms qui soient en couverture de la bande dessinée. Je voulais pas que ça soit des noms communs, que ça soit Adam ou Ève ou je sais pas, et Michel et Sylvie. Enfin, un peu, je voulais des noms qui soient suffisamment caractéristiques pour pour qu'ils traversent le temps, les époques. Donc, je voulais que ça soit et en fait, voilà, le fait que ça soit des noms du tableau périodique, ça les ramenait à leur nature, en fait, à la nature de leur composition même, avec le silicium qui sert à faire les circuits imprimés, les puces, et les tubes de carbone qui constituent leurs os. Donc il y avait cette notion de rappeler leur nature avec leur prénom. Et pour ces robots, ils ont chacun un caractère bien particulier, puisqu'on a d'un côté Carbone qui est plutôt sédentaire, qui essaie de s'investir dans le lieu où elle est, et on a Silicium qui lui est un voyageur un peu rêveur qui essaye d'échapper à sa condition, ou du moins de s'échapper lui. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que ça rappelle aussi peut-être aussi les deux facettes du l'Iliade et l'Odyssée, quoi, les deux facettes de la littérature. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais en tête aussi? Oui. Alors, bon, de toute façon, ce que représentent ces deux personnages. Effectivement, c'est à la fois, ça peut être attaché à des figures classiques, mais aussi à des questionnements philosophiques classiques. Mais c'était, en fait, il symbolisait, je pense, le questionnement qu'on a tous, avec à la fois ce désir ou cette nécessité de s'engager dans le monde, parce qu'aujourd'hui, on nous demande de prendre part à l'actualité, aux problématiques auxquelles on fait face, et en tout cas d'avoir une position morale vis-à-vis de ça, et aussi cette volonté plus confortable de vouloir explorer le monde, de se détacher de toutes ces problématiques qui sont extrêmement anxiogènes. Et donc pour moi, ces deux personnages symbolisaient le mal de notre temps, à savoir ce devoir d'agir, et cette incapacité à savoir comment le faire individuellement. Et justement, on parlait un peu, oui, au tout début de politique avec Anna Damasio. Pour toi, une bande dessinée, enfin un livre, en tout cas une œuvre, c'est un support qui est aussi quelque chose qui doit faire bouger les choses, qui doit un peu faire réfléchir. Alors, c'est pas une nécessité, enfin, je prends tout autant de plaisir à lire des œuvres qui ont pas de message moral apparent, ou qui sont pas politisées, même si de principe toutes les œuvres sont politiques de par ce qu'elles racontent, pardon, et il y a toujours un angle. Mais toujours est-il que non, toutes les œuvres ont pas besoin, je pense, d'être politisées. Je pense que le genre de l'anticipation aujourd'hui, en tout cas, est plus pertinente si elle est politisée, dans la mesure où c'est un genre qui aujourd'hui, enfin, qui l'a toujours été, mais est là pour ouvrir le champ des possibles, pour ouvrir les imaginaires, et on a besoin d'avoir des références nouvelles. On a besoin
de pouvoir, encore une fois, comme je le disais avec les livres d'Alain Damasio, être bousculé dans nos certitudes et le genre de l'anticipation de la science-fiction est le genre roi pour ça. Et ouais, pour moi, il y a une nécessité de pas faire de la SF gratuite entre guillemets parce que c'est pas intéressant, parce que ça a déjà été fait et je suis pas sûr qu'on en ait réellement besoin. Et je pense que les auteurs de SF d'ailleurs l'ont compris parce que les titres sont de plus en plus ancrés dans les problématiques contemporaines. Hmm. Et du coup, est-ce que justement aussi, dans le côté visuel aussi, on voit chaque chapitre qui se passe donc à un lieu différent sur Terre, s'ouvre toujours par une sorte de selfie, on a un visage en très gros plan. Du coup, là aussi, est-ce qu'il y avait une volonté à chaque fois de ramener à l'individu avant de partir sur des grands paysages ou des choses plus évanescentes? Oui, même si, alors pour être tout à fait honnête, la raison de ces grands visages, elle est avant tout pratique. C'est-à-dire quand on écrit une histoire avec plein de chapitres différents qui se passent avec le même personnage, mais qui a un physique différent, dans des époques différentes, avec souvent des ellipses assez importantes et des ruptures entre chaque chapitre, il fallait que le lecteur soit pas perdu. Enfin, vraiment la lisibilité, la compréhension de la trame de l'histoire a vraiment été ma priorité au moment de l'écriture et commencer par le visage de Carbone scarifié au front permettait au lecteur voilà, de se dire directement bon c'est bon là je sais où je vais avec quel personnage, je ne serai pas perdu vis-à-vis de ça. Après, effectivement, la démarche dans tous les cas, et ça se voit, c'était de raconter deux individus et leurs relations, et donc d'être vraiment au plus proche des personnages. D'ailleurs, ça se voit, autant par exemple dans Shangri-La, on s'intéresse aux grands événements qui bouleversent la station, autant là, les grands événements qui bouleversent le monde, on les regarde de loin, ils sont en périphérie de la trame principale, et vraiment ce qui est au cœur de l'histoire, c'est la relation entre les deux robots. On reviendra alors sur cette histoire d'amour, mais il y a Timothée qui a une question et qui demande entre la gestion de Midnight Ties et la prise d'indépendance du label 619, comment tu ressens l'évolution de plus directeur artistique, éditeur? Alors, là où ça fait du bien, en fait, alors c'est une charge de travail considérable, donc c'est pas évident de faire de jongler entre ça et le boulot perso. Là où c'est super intéressant, c'est que justement et jusqu'à présent, faire un one shot, c'est un travail très solitaire. Et en fait, être amené à discuter de projets éditoriaux, d'histoires avec d'autres artistes, ça enrichit énormément notre vocabulaire scénaristique, notre vocabulaire graphique, et je pense que ça permet de mûrir un peu plus des projets personnels. Donc il y a un côté, ouais, vraiment, vraiment enrichissant en fait d'avoir voilà toutes ces influences qui gravitent autour de son propre travail. Donc ça, voilà, même si ça rajoute énormément de boulot, c'est très très riche. Et je pense justement que par exemple Midnight Tales et le fait d'avoir à la fois écrit des petits scénarios et à la fois gérer les scénarios d'autres personnes, ça aura permis très probablement d'avoir une écriture plus fine sur Carbone et Silicium. Alors j'ai une autre question de Nicolas qui dit quelle est la démarche artistique derrière le dessin des personnages avec les mains ou les pieds peu visibles, voire absents? C'est alors la première chose, je pense, c'est que il faut noter l'influence principale que j'ai sur les personnages, à savoir Mike Mignola qui dessine Hellboy et qui a toute une galerie comme ça de personnages un peu de gueule cassée et surtout avec des physiques qui sont absolument pas réalistes, avec des corps assez robustes, des petits pieds, des petites mains, etc. Et je pense que voilà, c'est une influence qui, même si on n'a pas le style, dépeint forcément moi sur mon travail. Ensuite, la démarche, alors deux choses. Déjà, la démarche, c'est de se démarquer. Et je pense qu'aujourd'hui, avec 5000 BD qui sortent par an, avoir un style qui nous est propre, c'est un peu le graal de tous les auteurs, de tous les artistes qui essayent comme ça de trouver un peu son langage graphique, sa spécificité pardon, à soi. Et donc voilà, je pense que continuer justement dans cette démarche d'avoir des personnages qui se différencient de ce qu'on trouve dans la plupart des autres dessins, ça reste une démarche intéressante. Et aussi parce qu'il y a vraiment cette volonté, enfin là je vais paraphraser
Scott McCloud dans L'Art invisible, mais les décors pour moi sont très chargés parce que les décors sont vecteurs d'immersion, ça permet au lecteur de rentrer dans l'univers dépeint dans la bande dessinée, et les personnages, eux, peuvent être plus simples, sont des vecteurs d'émotion. Ils sont là pour capter les émotions que le lecteur doit lire sur eux. C'est le principe du manga, alors dans un style très très différent, mais avec des décors souvent très détaillés, des personnages simplifiés au niveau des codes graphiques. Et donc voilà, moi je m'inscris dans cette démarche-là. Et justement, c'était Adrien qui demandait, tu préfères aussi dessiner les décors ou justement c'était pour appuyer vraiment cette narration-là? Non, c'est pour appuyer cette narration-là. Enfin, enfin, de toute façon, je peux pas, je dessinerai, je ferai jamais une bande dessinée sans personnage. Donc, non, j'aime bien dessiner les deux. J'aime beaucoup dessiner les décors parce qu'en fait, ça me permet moi-même de m'immerger dans les mondes que je crée. Mais non, enfin, c'est une démarche qui, même si elle divise, est assumée. Et ouais, non, moi, j'y trouve du sens en tout cas. Il y a un commentaire de Marion aussi qui nous parle des couleurs, avec cette palette de couleurs très marquante. Et c'est Ouais. vrai, du coup, comment tu as choisi ces couleurs un peu ocre, marron, voire violette quand on voit les mondes vus par les IA? Alors, ça a été super compliqué à trouver justement la bonne palette de couleurs qui, qui allait. De toute façon, il y a eu plusieurs expérimentations, là, principalement sur Photoshop, où j'ai fait des essais. Le but, c'était d'avoir déjà des couleurs qui tranchent avec le reste de l'album, qu'on sache directement qu'on est dans le réseau et pas dans le monde réel. Donc l'emploi du négatif a été assez évident pour ça et a permis vraiment déjà d'être plus lisible. Après sur les couleurs, alors il y a des influences. Je pourrais citer Klimt. Enfin moi j'aimais bien le côté un peu doré et brun qu'il y a dans ses peintures. Et voilà, je voulais avoir un côté vraiment tellement m'éloigner du côté technologique et numérique qu'on a de la vision du réseau informatique. Donc plutôt avoir et dans le dessin des personnages qui soient un peu voilà avec des tubercules, etc., qui soient un peu évanescents, une architecture précolombienne et et des couleurs qui soient entre le cuir et la dorure, etc. Et voilà. Et puis en fait, j'ai fait plein d'essais. Et à un moment, je me suis dit, ah oui, là, j'ai l'impression de tenir quelque chose qui esthétiquement est un peu original. Et c'est à ce moment-là que je me suis arrêté dans mes expérimentations et que j'ai fixé le truc. Et justement, comment tu travailles? C'est quoi une journée type quand tu bosses sur ce projet-là, par exemple? Alors, il faut savoir déjà donc, que je fais le scénario vraiment tout en avance parce que ça me paraît très important sur une pagination aussi grosse d'avoir une vue d'ensemble très très claire. Je pense on a tôt fait pardon de se perdre dans le rythme ou de se perdre dans ce qu'on a envie de raconter si on n'a pas une vue d'ensemble à peu près précise. Donc une fois que le scénario et que le storyboard sont validés, mes journées type en gros c'est une demi-journée pour faire le crayonné de la planche, une demi-journée pour faire l'ancrage. Et je fais comme ça les 250 pages de carboné silicium et je fais toute la couleur à la fin. Donc voilà, c'est en gros des assez grosses journées, mais j'essaye d'avoir un rythme assez rapide parce que finalement, si je veux continuer à faire des aussi gros bouquins, il faut, voilà, je peux pas mettre 10 ans par livre, c'est pas intéressant. Il y a Mathieu qui dit merci pour cette œuvre magnifique et particulièrement pour la page 252 pour rebondir sur l'histoire d'amour. Alors c'est vrai qu'on n'a pas parlé encore, mais c'est donc une histoire d'amour entre ces deux personnages qui courent sur plusieurs centaines d'années. Et donc là aussi, il y avait comme tu disais, une volonté de rapprocher sur les individus, mais est-ce que les notions un peu, on va dire, archétypales de l'amour, etc., c'est quelque chose qui était important pour toi de mettre en scène? Alors oui et non parce que finalement moi quand j'ai écrit le scénario il n'y avait pas le mot amour dans la relation entre carbone et silicium. Je voulais que ça soit une histoire d'amour, une histoire de couple, une histoire de duo. C'est une relation qui dure si longtemps qu'elle dépasse justement la notion d'amour strict telle que nous on le vit. Je voulais vraiment que ça soit une histoire d'âme sœur.
véritablement enfin voilà, qui ont vécu plusieurs vies et qui tout le temps se retrouvent. Donc voilà, je voulais que, enfin, il y a vraiment ce lien très fort qui les unit, mais je voulais vraiment même m'affranchir simplement de la notion de couple telle qu'on peut l'envisager aujourd'hui. Et justement, il y a une autre notion qui est, je trouve, abordée plusieurs fois à différentes manières, c'est le côté la solitude vs le réseau, parce qu'il y a plusieurs formes de réseau, il y a le réseau informatique, il y a des sectes, il y a des choses comme ça, donc là aussi, tu as voulu confronter ces deux notions. Oui, 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 bah parce que c'est deux, enfin moi même en tant que personne, c'est du coup c'est deux pans de nos vies qui m'interrogent parce qu'effectivement le côté solitude, c'est aussi le côté lent, le côté reprise de contact avec le monde réel et avec un monde réel qui est de plus en plus rapide, qui nous laisse de moins en moins de temps justement à la contemplation, à se poser un peu dans nos vies pour pas toujours être dans ce mouvement routinier qu'on nous impose. Et à côté de ça, le réseau et tout ce que ça apporte de bénéfique en termes d'ouverture sur le monde, de contact avec les gens, etc. Et c'est ces deux choses qui ont leur pendant positif et négatif et vers lesquels moi très personnellement je penche. Et c'est pour ça donc du coup que mes deux personnages penchent et d'un côté et de l'autre. J'ai une question de Jonathan qui dit il paraît que tu dessines sur une planche d'architecte. Est-ce que c'est ton côté perfectionniste ou un amour de l'architecture? Ouais, alors oui, je dessine sur une table d'architecte immense avec une règle de 1 mètre pour tracer mes points de fuite. Donc oui, il y a un côté, je pense très un peu scientifique dans mon dessin où effectivement j'ai besoin que les perspectives soient justes, j'ai besoin de tracer les points de fuite correctement, etc. Donc oui, il y a une approche assez carrée de mon dessin effectivement. Oui, voilà. Et du coup, on parlait tu parlais de la beauté du monde, des choses, du côté contemplatif. Et là, c'est plutôt dans les grands paysages, les planches avec des grandes cases, etc. Comment t'as découpé le livre? Parce que par exemple, tous les chapitres ne sont pas égaux. Du coup, comment tu as conçu le livre, en fait, la progression? Bon, alors, déjà, je voulais que les chapitres ne soient pas égaux justement pour briser la routine de la narration, parce qu'encore une fois, je savais que j'allais être sur une narration assez lente. Enfin, on se retrouve pas avec Shangri-La où il y a un peu d'action. Là, on est finalement sur quelque chose où c'est un voyage de 300 ans. Donc, avoir des chapitres de différentes longueurs avec des ruptures à des moments où on l'attend pas forcément, déjà, voilà, ça me permettait de renouveler l'intérêt du lecteur et qu'il se sente pas à un moment qu'il y a un ventre creux. Après, je savais que l'histoire serait divisée en 3 gros blocs, entre guillemets, avec un premier bloc qui est toute l'enfance des deux robots dans les laboratoires de la Silicon Valley, jusqu'à l'émancipation de Silicium. Le milieu qui serait justement toute la partie voyage, où là, je me suis inspiré de voyages que j'ai pu faire moi il y a quelques années pour justement capter ce qui faisait la spécificité de certains des paysages. Et ensuite, une fois ce voyage, ces derniers voyages passés, la lassitude de carbone qui fait qu'il y a une séparation assez importante, finalement, les événements d'Europe de l'Est qui déclenchent jusqu'à la fin, en fait, le positionnement de carbone et sa volonté de fédérer les robots autour d'elle. Donc voilà, il y avait 3 blocs importants. Et voilà. Et le plus dur finalement, c'était le bloc voyage, celui du milieu, où justement là la narration allait être le plus étirée, où finalement il allait vraiment pas se passer grand-chose. C'est pour ça notamment que j'ai rajouté une scène d'action à Alger. Alors même si c'est une action qui se passe dans une espèce de palais mental entre un soldat de mécatronique et les deux robots, mais voilà, pour toujours pareil, essayer d'avoir un rythme, une rythmique assez cohérente d'un bout à l'autre. Et Timothée pose une question. Est-ce que la SF pour toi c'est indispensable? Est-ce qu'on pourrait voir une BD de toi sans science-fiction? Oh, oui, oui, oui. Là, en l'occurrence, la SF, elle est arrivée avec Shangri-La et Carbone à un moment justement
où de un, je me suis plus politisé, et de deux, il y avait énormément de questions sociétaux que j'avais besoin de coucher sur papier. Pour autant, mes prochains projets seront pas forcément de la SF. Enfin, j'ai déjà, de toute façon, en tête une histoire de dark fantasy. Donc ouais, non, je pense que ça serait une erreur, de toute façon, de m'enfermer dans le genre de la SF parce que très vite, j'arriverai à plus avoir grand-chose à en dire. Donc le but, non, c'est de me renouveler, d'avoir des projets différents, enfin, comme je l'ai fait avec Adrasté, par exemple, pour, pour varier un peu ma proposition auprès des lecteurs. Et ce serait des projets toujours en solo et en one-shot, ou là tu t'ouvrirais aussi à d'autres formes de collaboration? Pour les gros projets, ça sera forcément du solo parce que ça demande tellement d'énergie et d'abnégation, pardon, qu'il faut pour moi que ce soit un projet qui vienne des tripes pour que j'ai envie de travailler dessus pendant 3 4 ans, quoi. Et je pense que je continuerai toujours les petits projets à côté comme Midnight Tales parce que justement ça permet de passer de l'un à l'autre et de varier un petit peu de varier un peu la difficulté qu'on éprouve sur un projet solitaire, quoi. Mais moi, là, tant que j'ai des trucs à raconter, je continuerai aussi les gros one-shots. Et, Axel te demande, c'est un univers qui est très viscéral, quelles a été tes inspirations pour l'aspect technologique? Oui, alors viscéral, c'est exactement le mot en fait. Je voulais aller au bout de la logique du corps, vraiment dans ce que ça peut représenter de tas de chair qui se transforme, se modifie et qui vieillit et qui s'altère. Donc mes références, elles sont du côté du cinéma et principalement du cinéma de David Cronenberg à ses débuts. Je pense notamment à Existence. Ce film où finalement on se branche à des espèces de pods visqueux pour se connecter à une réalité virtuelle, ou même ce qu'il a fait sur La Mouche et la transformation progressive de l'acteur principal. Et voilà, moi je voulais ce côté effectivement du corps un peu dégueulasse qui se modifie et qui flétrit avec le temps. Hmm. Et c'est vrai qu'on le retrouve pas mal ça, et en plus dans la décrépitude, parce qu'ils finissent en morceaux, assemblés. Est-ce que là, il n'y a pas un petit côté gum aussi avec la décharge Oui, qu'ils allaient? oui, parfaitement, oui, 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 bah, particulièrement effectivement à la fin, et notamment Silicium quand il revient en espèce de robot araignée. Oui, oui, à ce moment-là, il y a du gomme à fond. Ouais, ouais. J'ai une question de Maximilien qui demande à quand la suite de Midnight Tales? Ça arrive mars ou avril 2021. Du coup, ça arrive. Le tome 5 est presque terminé. En fait, il s'est passé deux choses. C'est qu'on a dû décaler une première fois la sortie du tome 5 parce que j'étais trop en retard sur Carbone, j'arrivais pas à finir. Et on l'a retardé une deuxième fois parce que le Covid, en fait, tout bêtement, qui a un peu mis tout le monde en retard. Et voilà, c'était pas évident pour tous les auteurs en plus de travailler pendant le confinement, des fois quand on est en garde d'enfants, etc. Donc voilà, ça arrive et ça va être cool. Est-ce qu'on peut parler aussi, du coup, en parlant d'édition, du lancement de Carbone et Silicium qui a été super réussi? Et comment aussi, avec l'éditeur, tu as fait pour que ça soit un objet à un prix abordable et qui soit quand même grand format, qui soit quand même luxueux? C'est quelque chose qui se fait très peu. Et du coup, je trouve qu'il se Ouais. démarque vachement dans la production actuelle. Ouais. Alors déjà, je pense qu'il faut rendre à César ce qui est à César. L'idée de proposer des livres bon marché, c'est Run d'abord qui l'a initié, enfin qui l'initie d'ailleurs sur toute la collection du label 619 parce que même enfin on a un intégral Moutafakaz à 35 euros alors qu'il y a quoi je vais peut-être dire une bêtise mais je crois 500 pages. Enfin ça reste peut-être même 600, ça reste hallucinant, quoi. Donc voilà, il y a une volonté initiée par Ron et puis voilà qu'on retrouve avec les autres membres du label et avec lequel on discute parce que Ankama est très ouvert là-dessus justement sur quel est le prix du bouquin et nous notre sentiment c'est justement que la bande dessinée, pardon, ça doit rester un art populaire que tout le monde devrait pouvoir s'offrir plus ou moins,
et on essaye voilà d'avoir des prix abordables, alors avec un risque financier. Alors un risque financier qui est nul pour Carbone et Silicium parce que justement après Shangri-La c'était une BD plutôt attendue, mais au moment de Shangri-La qui était donc un 230 pages avec dos toilé à 19,90, si on vendait pas plus que le tirage initial, le bouquin était un four et c'en était fini du livre, c'en était peut-être fini aussi de mes projets de one shot. Donc il y a un risque éditorial qui caractérise aussi, je pense, le label 619 et Ankama. Et c'est pour ça que c'est d'ailleurs intéressant de bosser avec eux parce qu'ils ont à la fois cette volonté justement d'aligner sur des prix qui sont pas déconnants et également en fait d'avoir des objets qui se démarquent des autres livres. Enfin voilà, là on se retrouve avec des gens entre la maquettiste, le graphiste et puis l'expérience de Run avec justement voilà des bouquins parce que c'est comme ça qu'on fera la différence aussi. Enfin je veux dire par rapport justement j'évoquais aux 5000 titres de bande dessinée qui sortent par an, il faut se démarquer à un moment et se démarquer par un bel objet que les gens sont contents d'avoir dans leur bibliothèque, ça fait la différence. Ouais, et ça se voit. Et Jonathan dit, est-ce que justement tu avais une totale liberté ou est-ce que le Run et le label 619 a un droit de regard sur ce que tu fais, comment tu travailles et est-ce qu'ils valident des étapes par exemple? Alors là, on en est arrivé à un stade justement où Run et les autres ont plutôt confiance dans ce que je fais. En fait, ce qui se passe, c'est que avant de commencer le projet, justement, et que j'arrive à avoir un scénario à peu près complet. Il y a une discussion avec Run ou avec les autres, justement, où on évoque les points de tension, les trucs qui pourraient ou pas marcher. Alors, je dirais pas que c'est un droit de regard, c'est plutôt un regard extérieur qui permet de voir ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas. Et en l'occurrence, il y a plein de trucs qui, dans mes premiers jets de scénario, fonctionnaient pas très bien. Notamment, par exemple, la raison pour laquelle les robots ont été créés. J'arrivais pas à trouver une raison cohérente parce que finalement, il y a aucune raison de mettre de l'empathie dans des robots à forme humaine. Ça coûterait extrêmement cher et ça serait pas utile. Et c'est Run, Guillaume Saint-Gelin et Florent Maudou qui m'ont aidé à trouver justement ce côté rapport au médical, au fait de prendre soin des gens, etc. Donc voilà, ça se passe en amont du projet. Et puis après, une fois que les grandes lignes sont validées, finalement, ça roule. Et là, moi, je fais mon album de mon côté. Alors, je peux les solliciter quand j'ai des problèmes sur le dessin ou sur des séquences en particulier, mais je fais tout de mon côté et à la fin, je leur fais relire l'histoire. Et s'il y a besoin, c'est là où il y a des ajustements de dialogue ou des ajustements de dessin. Si, encore une fois, il y a quelque chose qui n'est pas compréhensible, mais là, on est vraiment de l'ordre de la lisibilité. Mais entre ces deux moments, oui, je suis à 100% libre. Et de toute façon, enfin, c'est là où c'est très agréable, c'est que je suis libre des sujets que je traite, de la manière dont je traite. Je suis libre de la pagination que je fais. Là, en l'occurrence, sur Carbone et Silicium, j'avais à la base prévu un 220 pages et justement, j'ai rajouté des pages, notamment au milieu, les pages de voyage, parce que j'avais le sentiment qu'on n'avait pas assez la sensation du temps qui passe et il n'y a pas de problème, quoi. Donc ça, c'est très très agréable de pouvoir faire ce qu'on veut et de savoir qu'en plus ce qu'on a fait à la fin atterrira dans un super bel objet. Est-ce que ça, c'est le fait aussi d'avoir eu justement un livre qui avait bien marché avant ou est-ce que quand tu arrivais avec La Belle Mort, c'était un petit peu déjà pareil? Alors, forcément que ça a été un peu différent parce que le vrai changement est arrivé avec Shangri-La, mais avant Shangri-La, j'avais fait Adrasté qui était sorti en 2 albums et finalement donc ils auraient pu partir sur pareil des albums format comics et une histoire séparée en 3, donc il y a eu quand même un moment cet instinct de se dire qu'il valait mieux proposer un album plus grand, mais il y a quand même cette notion d'essayer de faire des beaux objets dès le départ. De toute façon, moi, c'est ce qui m'a attiré chez Ankama. Enfin, au-delà du fait que je savais qu'il y avait une liberté de ton et de pagination, encore une fois, qui était totale, c'était aussi de se dire que en plus, son livre, il n'y avait pas volonté à ce que le livre soit noyé dans la masse des sorties de l'éditeur, mais plutôt qu'il existe pardon, en tant qu'objet unique. Et pour revenir à ton dessin, il y a une question de Jonathan qui dit quelle étape tu préfères pendant la réalisation de ton œuvre? Je pense que c'est comme beaucoup de dessinateurs, mais c'est le crayonné, c'est-à-dire que c'est le moment où on couche sur papier les idées qu'on a en tête, parce que finalement l'ancrage c'est que la répétition de ce qu'on vient de faire au crayonné.
Et la couleur, voilà, la couleur est quand même une étape importante parce que c'est celle qui va donner un peu l'ambiance et le ressenti général de la planche. Mais ouais, le crayonné, là où justement je trace mes points de fuite, je place mes personnages, je place mes décors, c'est le côté le plus excitant. Et est-ce qu'il y a des séquences plus compliquées à mettre en scène? Par exemple, je pense à la séquence du papillon avec une double lecture, avec une double temporalité, etc. Est-ce que c'est des choses plus difficiles à faire et que tu as passé du temps sur le storyboard, tu l'as refait ou pas du Ouais. tout? Ouais. Oui, oui, oui. D'ailleurs, il existe deux versions de ces séquences-là parce que j'étais pas convaincu de la première. Mais oui, 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 il y a des séquences qui, en termes de narration, sont plus compliquées. Mais après, finalement, les plus dures, c'est pas tant les séquences graphiques que les séquences de discussion et de dialogue. Mhm. C'est, enfin, en tout cas pour moi, mais c'est ces séquences-là qui sont le plus dures justement parce que c'est les séquences qu'il faut arriver à bien rythmer. Il faut être sûr qu'en termes de découpage, on ait mis les bonnes informations au bon moment et que celles-ci seront compréhensibles auprès du lecteur. Et finalement, je pense que celles que j'ai le plus réajustées, modifiées ou redessinées, c'est des séquences de dialogue importantes. Je pense notamment à celle qui se passe au Japon ou celle pendant que Noriko est en fin de vie à l'hôpital. Voilà, celle-ci, c'est celle finalement que j'ai le plus bossé parce que c'était les plus subtiles à mettre en œuvre. Finalement, les séquences graphiques, à partir du moment où le storyboard est bon, normalement, il n'y a pas de raison que ça foire. Et du coup, on en a parlé un tout petit peu juste avant. Est-ce qu'aussi il y a une mise en scène, tu parlais donc du temps qui passe, mais est-ce qu'il y a une mise en scène aussi de la solitude? Alors, c'est des planches extrêmement peuplées, extrêmement denses, mais on a l'impression que Mhm. c'est ça que tu essayes de mettre un peu en avant. Comment tu le travailles ça graphiquement? Comment tu... C'est très instinctif. Ouais. Non, c'est très instinctif. Là, pour le coup, j'ai pas de méthode pour représenter la solitude ou ces moments de silence où des personnages ne font que marcher, parce que voilà, j'ai pas de recette miracle je sais quand c'est chiant et je pense savoir quand ça l'est moins et quand justement ça peut s'intégrer dans une séquence de bande dessinée. Euh, donc voilà, c'est je pense que justement, c'est les moments où le personnage doit le plus disparaître et le décor doit être le plus détaillé pour que le lecteur ait envie de passer du temps sur la planche, parce que c'est ça un peu l'effet recherché, cet effet de solitude, c'est aussi la solitude du lecteur vis-à-vis de ce qu'il est en train de contempler et ralentir la lecture dans une bande dessinée pour arriver à ces moments-là, c'est à la fois ce qu'il y a de plus dur à faire et c'est probablement ce que je maîtrise le moins finalement, enfin en tout cas que j'arrive le moins à intellectualiser. Et du coup, dans une BD, bon, quand on crée une BD, il y a toujours le côté de faire la BD qu'on aimerait lire. Mais est-ce qu'il y a des... Qu'est-ce que tu lis toi en ce moment? C'est quoi les auteurs qui te plaisent en BD? Et ben alors c'est très différent parce que moi je fais pas la BD que j'aimerais lire, je fais la BD que j'ai besoin de sortir Ok. de mes doigts et de mon crâne quoi. Donc non, en ce moment, bah là justement je rattrape un peu mon retard sur toutes les sorties que j'ai pas pu sur tous les trucs que j'ai pas pu lire dernièrement. Donc j'ai lu Podum de Hubert et Zanzim dernièrement, et c'était très très chouette. Enfin, je suis assez fan de ce que fait Hubert de manière générale. J'ai lu Radium Girl de Si parce que c'était un peu la sortie du mois. Mhm. Je suis en train de lire Le Monde d'Edena de Moebius parce que c'est un classique que j'avais absolument pas lu et justement là ça m'intéresse pour mon prochain projet parce que c'est une œuvre de science-fiction qu'il a fait un peu plus ou moins en écriture, enfin en écriture en dessin automatique. Mhm. Donc c'est quelque chose de très instinctif et ça m'intéresse vraiment. Enfin, moi qui ai un processus d'écriture justement très très carré, très cartésien, ça m'intéressait de voir comment lui gérait ça. Voilà, j'ai rattrapé mon retard sur les bouquins de SF aussi pour voir ce qui se passe en ce moment. Donc j'ai acheté Soon et Préférence Système. Voilà, je vais commencer enfin les Berserk parce que ça fait beaucoup trop longtemps qu'il faut que je le fasse. Donc voilà, ma lecture va commencer là-dessus. Donc j'essaye d'être assez éclectique, enfin, d'autant plus que j'ai l'impression que quand on écrit une histoire, on a besoin de se nourrir du plus de choses possible, justement pour pas être
avoir des monoréférences, pour pas que si je fais de l'anticipation, que ma seule référence, ça soit du Blade Runner ou du Ghost in the Shell, mais que ça soit des trucs issus du manga, de la bande dessinée, du comics, de la photographie, du jeu vidéo, du cinéma, etc. Donc essayer de se nourrir du plus de choses possibles et du coup en bande dessinée, je lis autant de l'indé que du mainstream sans problème. Et du coup, là, tu as évoqué des projets que tu es en train de réfléchir. Est-ce que tu peux donner un peu des choses sur lesquelles tu travailles ou pas? Je peux donner les thématiques, Oui. parce que justement, toujours dans cette idée, pour revenir un peu en arrière, Shangri-La, c'était un bouquin très contestataire qui voulait montrer comment le système consumériste dans lequel on vit ne peut pas fonctionner. Carbone et Silicium, c'est un récit qui évoque une espèce de solution aux problématiques dans lesquelles on vit aujourd'hui, à savoir faire la place au collectif pour relever les défis. Et le prochain serait dans cette continuité-là et justement d'essayer d'arrêter de faire de l'anticipation de la SF, ou en tout cas des récits qui montrent l'impossibilité de l'homme à vivre en société. Vraiment, ce côté post-apocalyptique qu'on a dans les récits, et dans lesquels j'ai été baigné et que j'ai reproduit dans certaines de mes œuvres, finalement, je trouve elle trouve ses limites en pertinence aujourd'hui. Et le prochain projet serait justement d'essayer d'imaginer des mondes, des univers qui n'ont pas encore été créés, des modes de pensée, des modes de fonctionnement de société qui sont nouveaux, et vraiment de m'inscrire dans cette logique de ce qu'on appelle le hope punk, le solar punk ou le je sais pas quoi punk, mais vraiment de cette idée d'inventer des nouvelles sociétés avec des fonctionnements qui peuvent ouvrir les possibles. Et Donc justement, voilà, ça c'est très très vague. non, mais c'est bien, ça nous donne un peu des idées de quoi imaginer. Et justement, De il y toute avait... façon, Ouais, ouais. vas-y. De toute façon, c'est comme ça que je fonctionne, c'est-à-dire j'ai la thématique ou le grand message de mon histoire avant de choisir dans quel monde ça va se passer et quelle va être la trame principale de l'histoire, quoi. J'ai besoin d'abord d'avoir la thématique avant. Et est-ce qu'après, du coup, tu fais beaucoup de recherches, tu travailles dans tes carnets pour essayer de trouver un peu des inspirations, des choses qui viennent comme ça? Ouais. Parce que finalement c'est pareil. Alors à l'instar du crayonné, c'est une des phases les plus intéressantes du projet parce que c'est celle justement où on n'a rien d'autre à faire que de se renseigner, de s'imprégner, de réfléchir, de noter des idées, de garder les bonnes et de laisser les mauvaises. Donc oui, c'est une phase qui peut prendre plusieurs mois. Et de toute façon là, je vais justement me prendre plusieurs mois. Enfin, d'autant plus avec la pression de devoir faire un album qui devrait être au moins aussi bien que Carbone et Silicium. Et donc je vais me laisser plusieurs mois justement pour laisser infuser ces idées-là, remplir des carnets justement. Et après, quand j'aurai l'impression d'avoir une structure à peu près cohérente, de commencer réellement l'écriture et d'hiérarchiser tout ça. Est-ce que tu avais vu Frédéric Peters qui travaillait sur AMA? Il avait fait un blog où il publiait pas mal de carnets de recherche. On voyait qu'il redessinait des œuvres d'art, qu'il redessinait des bonhommes, qu'il redessinait plein de choses comme ça. Est-ce que c'est quelque chose que toi t'envisagerais pour un projet de montrer un peu ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a sous le capot? Oui. Alors, je savais pas que Frédéric Peters avait fait ça pour Ama, et je trouve ça trop cool. Mm. Et oui, ça me paraît intéressant parce que ça me paraît en fait en plus correspondre à l'époque dans laquelle on vit. Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui une œuvre, elle peut vivre avant de sortir. Et en l'occurrence, avec les réseaux sociaux, justement la communauté qui peut être intéressée par un travail, je pense énormément justement aux gens aussi qui font des live Twitch pendant qu'ils sont en train de dessiner, etc. Et donc oui, partager un univers qui est en pleine création, ça me paraît super pertinent à faire aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux. Donc je pense que pour le prochain, il faudra juste combattre ma flemme, pardon, de poster sur les réseaux sociaux. Mais autrement, oui, je le ferai assurément, oui. Bon, bah, super, on attend ça alors pour le prochain. Il y a une autre question. D'ailleurs, je profite pour dire qu'on est déjà à 47 minutes d'interview. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant pour pas qu'on déborde trop. Et donc la prochaine question était, tu préfères travailler seul ou du coup en équipe avec d'autres auteurs?
Ouais, c'est compliqué. Enfin, et justement les deux. Enfin, si j'ai initié Midnight Hell, c'est que j'avais ce besoin de plus travailler seul, parce que après Shangri-La, ça faisait 3 albums à bosser tout seul et ça bouffe plus qu'autre chose. Donc ouais, non, la réponse c'est les deux, parce que sur des projets perso qui me tiennent vraiment à cœur, enfin en tout cas encore une fois, qui sortent de mes obsessions, de mes angoisses. J'ai besoin d'être tout seul, mais à côté de ça, j'ai besoin d'initier ou de participer à des projets collectifs, parce que justement, ça, c'est une vraie bouffée d'air frais, et c'est là où artistiquement, on grandit le plus. Donc voilà, les deux. Et en parlant de collectif, j'ai mis au tout début du live le trailer qui a été fait pour lancer la BD. Est-ce que c'est quelque chose... T'as travaillé du coup avec une équipe sur ça, une équipe d'Ankama? Ouais. Bah, alors, pas dans Kama, mais effectivement, là, c'est un très très bon exemple, parce que du coup, on s'est concerté avec Ron, Guillaume Saint-Gelin et Florent Maudou sur le trailer. On a fait avec Guillaume Saint-Gelin le storyboard. Ensuite, on est allé voir un animateur qui a fait les personnages. Moi, j'ai refait les décors. Un motion designer s'est occupé d'assembler tout ça. Et puis ensuite, on a eu Toxic Avengers pour la musique. Mhm. Et là où c'est chouette, justement, dans ce genre de projet, c'est que de pas tout maîtriser, c'est d'avoir des bonnes surprises que t'aurais pas, des idées que toi, t'aurais pas eu personnellement. Et en l'occurrence, par exemple, le motion designer a eu plein d'idées, d'effets, de cadrage, de mouvements de caméra, que je lui avais pas indiqué, et du coup qui enrichissent la proposition initiale. L'animateur, pareil, a eu enfin voilà, des petits mouvements. Et là, pour le coup, je suis pas du tout animateur, donc c'était pas moi qui allais l'aider là-dessus, mais voilà, des petites subtilités dans les mouvements qui étaient assez géniales. Et voilà, ça de chouette aussi, un projet collaboratif, c'est que finalement tu t'aperçois que le projet final n'est pas celui que tu avais en tête, Mhm. mais pour autant est suffisamment enrichi de la proposition de tout le monde pour être hyper intéressant et puis hyper qualitatif. Et justement, c'est pas quelque chose que tu voudrais réessayer, parce que je pensais à Hugo Bienvenu, tu as cité Préférence Ouais. System. Lui, en marge de ses albums, il fait des petits courts-métrages avec des personnages ou des inspirations venant de ses albums. Et c'est pas quelque chose qui te tenterait, des projets comme ça en plus? Je sais pas comment fait Hugo Bienvenu pour concilier, enfin pour mener de front autant de projets. Non, alors moi si j'ai plein d'envie. Après c'est le temps qui manque à chaque fois. Et en l'occurrence par rapport à l'animation, enfin si je dis pas de bêtises, Hugo Bienvenu vient de l'anime à la Mhm. base, et moi pas du tout. Et je suis vraiment une tanche là-dedans. Du coup, je pense pas avoir la même aisance déjà pour ne serait-ce que faire des courts-métrages là-dedans. Donc oui, il y a plein d'envie, il y a plein d'envie. C'est voilà, faut juste avoir le temps là. Rien que justement le travail éditorial, la Midnight Test et les projets perso, ça me bouffe déjà pas mal Mhm. de mon planning, quoi. J'ai une question de Bruno qui dit: est-ce que tu vas à la rencontre des lycéens, collégiens pour parler de ton travail? C'est vrai que c'est quelque chose qui se fait un peu dans le milieu. Je l'ai fait, j'ai pas prévu pour l'instant, ça dépend des propositions et de de ma disponibilité, pardon, à un instant T. Mais oui, enfin ça m'est arrivé, ouais, et c'est plutôt cool. J'ai une question d'Angelo qui dit pourquoi imaginer des futures civilisations et ne pas s'inspirer d'anciennes comme d'Afrique ou d'Amérique, dont certaines pratiques deviennent mainstream? Je pense que dans tous les cas, je pense que c'est le cas quand même, parce que c'est justement quand ça vient mainstream, ça veut dire que ça imbibe la pop culture, et que dans tous les cas, nous, enfin les auteurs le digèrent et le ressortent transformé. Mais là, en l'occurrence, si j'imagine des sociétés futures, ça sera forcément inspiré de sociétés actuelles. De toute façon, c'est toujours plus ou moins le cas. Là, en l'occurrence, ça serait, au lieu de montrer les sociétés qui marchent pas dans le monde, ça serait plutôt essayer d'évoquer les concepts et les propositions qui marchent actuellement, quoi. Oui, puis tout à l'heure tu parlais d'Aztèques et de choses comme ça, donc qui ont Mm. été déjà Oui, puisées. mais ça, je suis parfaitement d'accord. Et de toute façon, et c'est plus ou moins ce que j'ai essayé de faire avec Carbon Silicium, que ça peut être enfin, c'est très bien de se détacher aussi de l'imagerie et de la trame narrative très occidentale qu'on a à chaque fois qu'on écrit ou qu'on montre un univers, et particulièrement de science-fiction, et de s'inspirer d'autres cultures pour montrer justement à quel point ça peut être riche je pense notamment à l'afrofuturisme, que ça peut être riche
de voir qu'il y a des manières de raconter les histoires ou d'imager des concepts qui sont différents suivant les cultures, et que notre vision très européenne et même très biberonnée à la culture américaine, bah, déjà des fois a un peu ses limites et on peut aller voir ailleurs ça carrément. Et ça, justement, on a parlé un peu des auteurs qui t'inspiraient aussi. Est-ce que dans ce que tu lis actuellement, est-ce que tu lis de la SF aussi, tu lis des choses intéressantes? Ouais, bah en ce moment je lis Rosewater de Tide Thompson et justement qui est du cyberpunk qui se passe au Nigeria et c'est super intéressant parce qu'au-delà justement du décorum bah, du pays qui diffère forcément du cyberpunk qu'on a quand dans Blade Runner quand c'est aux États-Unis quoi. Effectivement il y a une manière de réfléchir la culture, les interactions entre les personnages qui change un peu et qui renouvelle les structures de scénarios qu'on a l'habitude d'écrire. Donc ouais, ça, en l'occurrence, en ce moment, c'est une lecture qui me marque pas mal. J'ai une question d'Axel qui dit, est-ce que tu serais par hasard intéressé pour travailler sur un personnage emblématique, type Batman ou Hellboy? Alors, t'as déjà évoqué Hellboy tout à l'heure. Ouais, bien sûr. Oui, en l'occurrence, oui, si j'avais cette chance-là, parce que ça serait pareil, un petit plaisir, ça serait génial. Et moi, particulièrement les comics américains, c'est ceux avec quoi j'ai grandi quand j'étais petit, quoi, avant même les mangas et avant même tout. Donc oui, ça serait un rêve de gosse qui se réalise clairement. Est-ce que on a une question dédicace de Pierre Arnaud qui dit, est-ce que tu repasseras par Paris pour faire des dédicaces? Oui, il n'y a pas de date prévue, mais il y a une librairie qui est déjà intéressée, ça sera début 2021, mais bien sûr, ouais, pareil, c'est facile pour se déplacer. Ouais, et du coup, là, avec tout ce qui s'est passé avec les restrictions sanitaires, du coup, t'as fait moins de dédicaces, du coup? Non, je j'ai pas fait de festival parce que les festivals sont quasiment tous annulés et pour le coup, je sais pas si et pour le coup ceux qui restent, je sais pas en termes d'organisation. Là, je sais qu'en termes de dédicaces, les libraires prennent à cœur justement le fait que ça soit qu'il n'y ait pas trop de monde en librairie, enfin voilà, veiller à ce qu'il y ait des gestes barrières euh, assez automatiques pour tout le monde. Donc non, j'ai continué. Enfin là, jusqu'à fin décembre, je suis à peu près, mon planning est à peu près rempli, quoi. Donc non, enfin voilà, les libraires jouent le jeu, donc ça m'inquiète pas trop à ce niveau-là. Et ça me fait penser aussi que tu as fait une expo vente de planches à Paris, là, il y a eu le vernissage la semaine dernière. Et je voulais Ouais. te demander, c'est quoi le rapport à la planche originale, du coup, le fait de les vendre? Est-ce qu'il y a un rapport particulier à ces planches où tu as passé tant de temps dessus? Ou est-ce qu'au contraire, c'est pas très, c'est l'objet fini qui compte le plus? Non, alors, il y a un attachement à la planche et notamment à l'expo vente avec mon galeriste. Il y a des planches qui souhaitaient exposer et vendre et que j'ai gardé parce qu'il y en Mhm. a où vraiment il y a un attachement sentimental. Après, pour tout dire, là où moi ça me dérange pas de les vendre, c'est qu'autrement elles traînent dans mon bureau dans un carton et je ne les regarde jamais, je ne réouvre jamais ça et je préfère me dire que finalement elles vont chez des collectionneurs qui vont les exposer ou en tout cas les mettre au milieu de leur collection. Ça me paraît pas si mal quoi finalement. Et du coup, on parlait aussi de technique tout à l'heure. Tu bosses donc sur papier, sur des grandes planches. Le Mm. numérique, ça t'a jamais attiré justement pour aller plus loin dans tous ces détails, dans tout ça? Alors, je sais pas si c'est très sain que j'aille plus loin dans tous les détails. J'ai essayé le numérique, j'ai essayé notamment sur des grosses Cintiq, etc. Parce qu'il y a rien de plus chiant quand tu travailles sur papier de scanner ta planche, de recomposer ta planche sur Photoshop, de nettoyer ta planche avant la couleur, et rien que de pouvoir s'affranchir de ces étapes-là, ça serait le paradis. Et en fait, je me suis rendu compte alors c'est peut-être une question d'habitude, hein, et si j'avais persévéré un peu plus, peut-être que je serais autant à l'aise au numérique que je le suis au dessin. Mais aujourd'hui, composer des planches et faire des décors, ça va tellement vite que là, le différentiel est trop énorme, quoi. Et puis, il y a ce côté aussi que euh, j'ai un dessin, encore une fois, assez mathématique avec où je trace mes points de fuite, etc. Et en fait, dessiner sur le papier, ça me permet de rajouter des imperfections au dessin, des imperfections au tracé que je fais à la règle, etc. Et je suis pas sûr qu'avec le numérique et ce côté très très droit
qu'il y a dans les constructions, bah, finalement, j'arriverai à garder le même côté vivant que j'ai sur mes décors. Super. Bon, bah, merci beaucoup pour toute cette Voilà. discussion, en tout cas. C'était super sympa d'avoir répondu à tout le monde. J'ai plusieurs petites annonces. Je voulais dire que vous pouvez aller lire la chronique de la BD sur Bubble qui a été rédigée par Rémi. Donc il a fait un grand papier assez long. Donc si vous voulez en savoir plus, c'est vrai on n'est pas rentré exprès dans les détails de l'histoire pour pas trop faire de spoilers. Mais vous pouvez aller sur Bubble, il y a la chronique pour en savoir un peu plus, il y a des extraits. Et sur Twitter aussi, il y a un concours pour gagner des exemplaires donc avec Ankama. Donc on vous propose de gagner 2 exemplaires par tirage au sort donc sur Twitter. Donc vous pouvez y aller. Et pour ceux qui ont pris le live en cours de route, il y a le replay bien sûr qui existe. Vous pouvez le retrouver sur Bubble ou sur la page Facebook si vous avez manqué le début ou si vous voulez voir les autres. Donc voilà, merci beaucoup Mathieu. Bah, merci pour la proposition, c'était cool et merci pour vos questions, c'était super. Et ben Merci. merci à tous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau live. Salut, bonne soirée. Salut!